6, Drissiliuk et Kavlov. Sur le côté gauche, Korniarko. À droite, Konoplia. Devant à gauche, Bouletsa. Supriya devant centre et Zitashvili comme numéro 7 jouera à l'attaque aussi. Alors qu'on a un absent de taille, le numéro 4, Denis Popov, suspendu pour cette rencontre en raison de ce carton rouge en demi-finale. Lui, en défense, son absence va se faire sentir. Et on voit les deux pays sur le terrain présentement avec la traditionnelle poignée de main au centre du terrain avec la capitaine Valérie Bondar du côté de l'Ukraine, Hwang Tae-yeon pour la République de Corée et l'arbitre en poste, M. Ismaël Elfat des États-Unis. Il sera assisté donc de Kyle Atkins et Corey Parker, américain également, avec le quatrième officiel, M. Zitouni de Tahiti. Et on voit le VAR très occupé depuis le début de cette Coupe du Monde. Donc les deux assistants, M. Alan Kelly et Paweł Rakowski, pour cette rencontre. Eh bien là, ça va me permettre de vous parler un peu de l'alignement de départ de la République de Corée. Deux changements avec l'arrivée de Kim Jong-min et Cho Young-wook par rapport au match demi-finale. On va utiliser une formation 3-5-2 avec en défense Lee Ja-haek, Kim Hyun-woo, Lee Ji-sol. En milieu de terrain, de gauche à droite, Choi Jun, Cho Young-wook, Kim Jong-min, Kim Se-yoon et Hwang Tae-yeon. Et en attaque, je dirais que c'est les deux joueurs les plus doués offensivement de cette équipe, Oh Se-hoon et Lee Kang-in, qui vraiment alimentent continuellement l'attaque de cette formation sud-coréenne. Dans les buts, Lee Kwang-yeon est bien entendu un des meilleurs gardiens de but du tournoi. Il a surtout su s'imposer dans la séance de pénaux qu'ils ont dû livrer face au Sénégal en quart de finale. Les entraîneurs de part et d'autre, M. Alexander Petrakov pour l'Ukraine. Et du côté de la Corée du Sud, c'est M. Chung Jong-yong. Alors, le match est lancé, mesdames et messieurs. Bonne finale sur les ondes de RDS, alors que l'Ukraine joue en bleu. La République de Corée, elle, va jouer en rouge. Yukim Konoplia, que vous voyez présentement sur les lignes de côté, probablement le joueur le plus dangereux dans les couloirs du côté de l'Ukraine. Il n'a pas marqué énormément de buts à cette Coupe du Monde. Il a certainement alimenté plusieurs des séquences les plus intéressantes de son équipe. Ouais, Konoplia était certainement le joueur qui a le plus égé dans le projet de jeu de cette équipe de l'Ukraine. Donc, plusieurs centres, autant aériens qu'au sol. Il est capable de déborder beaucoup de vitesse et surtout grosse implication du côté défensif aussi. Donc aujourd'hui, l'Ukraine est décidé d'y aller avec 3 défenseurs plus centraux. Mais la raison qu'ils peuvent réussir à jouer seulement avec 3, c'est Konoplia du côté droit et surtout Korniarko aussi du côté gauche. Donc ils vont souvent venir aider leurs coéquipiers à défendre. Et M. Petrakov qui vraiment a décidé de récompenser certains joueurs. Je pense entre autres à Supriya. On va vous en parler un peu plus tard alors qu'on va voir cette séquence se dérouler. Une faute à l'entrée de la surface et on décide finalement de laisser aller. Et finalement, le sifflet qui se fait entendre sur ce second contact alors que du côté de la République de Corée, Kim Se-yoon n'en revient tout simplement pas. Tu as raison par rapport au sélectionneur de l'Ukraine. On a régulièrement récompensé les joueurs méritants du match précédent et c'est clairement le cas de Supriya qui a été très bon lors du dernier match en remplacement de son partenaire de jeu Sikan. Et là, on a une séquence où on va peut-être avoir recours au VAR. Je ne sais pas si... Eh oui, possible donc pénalty qu'on va chercher à analyser alors que M. Elfat est présentement en communication avec l'équipe du VAR. On l'a vu à quelques occasions depuis le début de cette Coupe du Monde. La question c'est est-ce que le contact a été assez sévère à l'entrée de la surface? J'ai bien l'impression que le joueur ukrainien n'a jamais touché au ballon. Leskorvaini en l'occurrence. Eh bien, on s'en va analyser la séquence. Donc, on vous a parlé du VAR en début de reportage dès la 2e minute.
Il est utilisé par M. Elfat. On a eu tellement de situations dramatiques qui ont été revues par le VAR et données en avantage. Et souvent, les Sud-Coréens qui sont quand même, ils ont tiré beaucoup avantage du VAR dans ce tournoi. Donc, et pour moi, c'est limite quand même sur la ligne. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On a deux situations à évaluer. Est-ce que c'est une faute et est-ce que la faute a été commise à l'intérieur de la surface? Oui, penalty. Oh là là! Eh bien, si on avait l'intention d'avoir un match plutôt tranquille où les deux équipes solides défensivement allaient être conservatrices, cette décision en début de rencontre vient complètement changer la donne et je pense que ça va juste alimenter le spectacle. Et j'aime l'attitude présentement des joueurs ukrainiens qui ne se lancent pas sur l'arbitre pour demander des réponses ou de questionner la décision. Donc on a vu dans le tournoi précédemment, on a vu d'autres sélections et surtout des joueurs aller critiquer l'arbitre. On a droit à une reprise vidéo, on l'a vu. L'action claire, il y avait faute et maintenant l'arbitre a pris la décision que lui semblait être la bonne. Eh bien, Andrei Lunin a une occasion en or ici de s'illustrer pour l'Ukraine alors qu'il fera face à Lee Kangin. Le signal est donné. Lee Kangin. Et le but! La République de Corée, dès la 5e minute de jeu, prend les devants. Et Lee Kangin, de manière, une approche au ballon très lente, donc empêche le gardien de but de prendre une décision rapide. Donc son approche et son petit arrêt laisse le gardien de but aller à sa droite avant de mettre le ballon au fond du filet du côté gauche du gardien de but, donc facilement de l'intérieur du pied. Et cette équipe Cendrillon qui continue encore de nous surprendre en prenant les devants 1-0. Eh bien, Lee Kangin, un des leaders de cette équipe. Alors qu'on voit la réaction du gardien Lee Gwang-yeon. Intéressant de voir maintenant comment l'Ukraine va répondre. Et ce match donc qui est disputé présentement dans un stade pratiquement plein du côté de Łódź en Pologne. 32 degrés Celsius sur le terrain. Et contrairement à la plupart des rencontres disputées depuis le début de cette Coupe du Monde, on a un taux d'humidité assez bas à 37 %, alors qu'on a eu plutôt des pourcentages qui tournaient autour de 60, même 80 à certains moments. Et la Corée du Sud continue à marquer l'histoire de ce tournoi. Donc c'est la première équipe de la zone Asie à marquer un but dans une finale de la Coupe du Monde moins de 20 aussi. Et pour eux, c'est une finale qui arrive, je dirais, peut-être 2 années trop tard parce que le tournoi de 2017, donc la dernière édition, avait été organisée en Corée du Sud. On aurait bien entendu aimé voir l'équipe performer à domicile. Malheureusement, ça s'est arrêté en quart de finale alors qu'ils avaient été éliminés par le Portugal. Pardon, un 8e de finale, donc dès le 2e tour. En même temps, je vais te dire que ce tournoi a probablement propulsé la génération de jeunes qui venaient vers ce niveau-ci. Souvent, en tant que partisan, tu as accès direct à des matchs dans tes propres stades et que tu peux te déplacer, tu vis cette fébrilité d'une Coupe du Monde. Et ça a vraiment donné l'envie à certains joueurs de 17-18 ans, il y a 2 ans, de vouloir revivre cette expérience, mais surtout d'être du côté gagnant versus de se faire éliminer tôt dans le tournoi. Mine de rien, la Corée du Sud qui tranquillement grandit en termes de popularité footballistique avec des joueurs comme Son Heung-min, bien entendu, joueur vedette des Spurs de Tottenham. C'est donc positif de voir cette jeune génération atteindre la grande finale. Côté de l'Ukraine, jusqu'à maintenant, ça a été une Coupe du Monde pratiquement parfaite. Je dis pratiquement parfaite, mis à part ce match nul disputé en phase de groupe face au Nigeria. Mais on avait reposé plusieurs joueurs clés, bien entendu, parce que l'Ukraine, à ce moment-là, était déjà qualifiée pour le tour suivant.
Le capitaine Bondar, arrêté en plein centre, réussit à rejoindre Bouletsa et on décide finalement de ramener le jeu alors que Monsieur Elfat va adresser quelques petites reproches au numéro 6, Kim Jong-min. Et l'Ukraine n'avait pas accordé de but depuis la 24e minute de jeu, leur 4e match face au Panama. C'était dans plus de 2 matchs et demi sans avoir accordé un seul but. Lee Kang-jin s'est assuré de changer cette donne en convertissant le penalty. Lee Gwang-yeon va remettre. Alors que du côté des partisans ukrainiens nombreux dans les gradins, c'est un trajet un peu plus court, disons, que d'aller assister à ce match en Pologne. En défense, Bondar envoie sur la gauche à Kornienko. Jusqu'à Berskorovagne. Bondar décide d'y aller sur la droite avec Drishliuk. Konoplia fonce dans un mur lorsque Choi Jun vient s'interposer. Le héros du dernier match, Choi Jun. Alors que la Corée du Sud a gagné 1-0 face à l'Équateur sur une séquence bien orchestrée sur coup franc, alors qu'on dormait au gaz du côté de l'Équateur. Un super d'esprit de Choi Jun, mais aussi d'être Lee Kang-jin sur cette séquence qui a permis aux Sud-Coréens de marquer le but qui faisait la différence. Et attention, Lee Kang-jin de l'autre côté est rapidement rejoint par 2 joueurs, de sorte que l'Ukraine va pouvoir bâtir une contre-attaque. Avec Titashvili fauché, mais on décide, oui, finalement, de siffler cette faute. Je croyais qu'on laissait jouer. Je n'avais pas entendu le sifflet de M. Elfat. Je pensais qu'elle allait peut-être sortir le carton, mais finalement... Alors, Titashvili obtient la confiance de son sélectionneur pour ce match. Milieu de terrain qui appartient au Dynamo Kiev en Ukraine. Au 5e match du tournoi, en tout 248 minutes jouées. Bouletsa ainsi que Kornienko sont les joueurs qu'on voit autour du ballon. Bouletsa qui a une frappe très lourde. Et c'est lui-même qui va envoyer un ballon directement sur le filet de Lee Gwang-yeon. Toutefois, le gardien de but coréen qui avait bien calculé la trajectoire de ce ballon. Bouletsa, c'est celui-même qui a marqué le but à la 65e minute contre l'Italie. Passe en retrait de Konoplia. Permettre à l'Ukraine de se retrouver en finale. Faute sur Konoplia. Alors qu'on voit le géant du côté des Coréens, Orsekun, ce numéro 9, 1,93 m. La même grandeur que Danilo Beshkorovany, le défenseur de l'Ukraine. Il s'agit des 2 joueurs les plus grands sur le terrain en ce moment. L'Ukraine qui, malgré, on connaît tous la situation politique dans le pays, beaucoup de divisions, continuellement font la manchette pour les mauvaises raisons. Ben là, on est content de pouvoir se rassembler autour de cette équipe qui performe bien, cette jeune génération de joueurs. On ne va pas régler les problèmes majeurs avec un match de foot, mais certainement que ça peut offrir un petit baume sur les plaies d'une population qui a connu une période difficile dernièrement.
Konoplia. Laisse du côté de Bondar. Kornienko qui renvoie en défense à Beshkorovanie. Très patient les Ukrainiens. Stachvili. Longue transversale tentée de l'autre côté pour Kornienko. Celui-ci réussit à toucher au ballon, mais l'envoie directement dans les pieds de l'adversaire. Et tout simplement, on va se contenter d'un dégagement du côté de la République de Corée. Heureusement, ça bondit sur Beshkorovanie qui envoie ce ballon à l'extérieur. Ce qui m'a impressionné beaucoup du côté de la République de Corée, c'est la manière que ce bloc défensif s'est rétabli. On a vu lors du premier match contre le Portugal une défense qui semblait fragile, pas très rapide. Donc malgré qu'on avait 5 défenseurs dans ce match, on a été constamment en retard sur l'action. Mais depuis, on ne s'est pas fait prendre de vitesse très souvent. On a empêché l'adversaire de se retrouver dans une situation dangereuse. Donc, un ajustement majeur entre le match numéro 1 et tous les matchs qui sont succédés après. Donc chapeau au travail du staff technique de cette équipe qui a vraiment ramené sur les rails défensivement une équipe beaucoup plus dense et très difficile à battre. Il démontre une certaine maturité sur le terrain, ces joueurs. Et tu voulais féliciter justement le staff technique, Alexandre. Une remarque intéressante sur les 4 sélectionneurs qui ont atteint les demi-finales de cette Coupe du Monde U20, c'est qu'il s'agit non pas de jeunes entraîneurs qu'on veut essayer de pousser pour l'avenir, à qui on veut donner une occasion de diriger une équipe dans un tournoi majeur, mais c'est bien des entraîneurs d'expérience. Donc Petrakov, le plus âgé des 4 en demi-finale, donc à 61 ans. Et Chung, actuellement à 50 ans, et le plus jeune des 4. Et c'est ce qu'on a vu. Je peux dire que j'ai été impressionné par la gestion aussi d'effectifs de la part des sélectionneurs de l'Ukraine et de la Corée du Sud tout le long du tournoi. Vraiment, selon moi, les deux, et c'est peut-être la raison majeure que ces équipes se retrouvent aussi aujourd'hui en finale. Donc, on ne peut pas dire que ça a été grâce à la qualité extraordinaire du jeu offert offensivement ou encore des qualités individuelles, mais la gestion du personnel, la gestion même des parties et des changements en cours de partie, chapeau aux deux entraîneurs actuels. Un corner joué par Titashvili au premier poteau. C'est dévié, ça va rouler jusqu'à Bouletsa de l'autre côté. La menace qui persiste donc en territoire coréen. Et c'est donc un autre corner que Bouletsa gagne lorsque ce ballon est poussé à l'extérieur par Choi Jun. Monsieur Elfa assure de garder le contrôle du match. Avertit des joueurs dans la surface. Et voilà, le signal est donné. Deuxième corner de suite pour l'Ukraine. Bien négocié de la tête en défense. Voilà une passe beaucoup trop vive de Bouletsa pour garder ce ballon à l'intérieur du terrain. Quelques petites fantaisies là, avec ses pansements de jambes. Il y a un ballon qui roule directement dans les mains du gardien Lee Gwang-yeon. Celui-ci décide de garder le ballon dans la niche. C'est peut-être la première fois du tournoi que j'ai pu voir Konoplia rater complètement une frappe sur un centre tenté. On parlait, Alexandre, en début de reportage, de la puissance de ces deux équipes défensivement. Quand on regarde les statistiques, bon, avec le but alloué aujourd'hui, l'Ukraine, seulement 4 buts alloués en 7 matchs. Et du côté de la République de Corée, 5. Donc ça, c'est de grosses équipes. L'Ukraine, la Colombie et l'Italie. Et du côté de la République de Corée, le Sénégal et l'Équateur.
c'est non seulement leur bloc, leur faire défensif, mais aussi les 2 gardiens de but actuels. Donc, on parle quand même du côté de Lunin, qui a même dû s'absenter un match pour aller rejoindre l'équipe senior en pleine zone, en pleine deuxième phase de ce tournoi, qui est revenu ensuite pour pouvoir jouer le match demi-finale. Il a été, pour moi, parmi les 3 meilleurs du tournoi, avec un but de l'Italie. Lunin, qui appartient au Real Madrid, en prêt présentement. Plusieurs de ces gardiens de but appartiennent à de grands clubs. Parler de l'Italie, Alessandro. Une occasion de laisser une belle marque dans les grands clubs. Aussi vu hier Ramirez du côté de l'Équateur était un penalty en cours de match. Ça a été un tournoi où les gardiens de but ont été vraiment mis en évidence. Bondar est allé d'une remise. Il manquait peut-être de réalisme. L'habileté de cette équipe sud-coréenne de protéger les avances dans ce tournoi. Encore une fois, on voit à quel point il ne semble pas trop stressé devant cette formation ukrainienne qui met la pression en grande partie. Et on a vu contre le Sénégal revenir. Sans aucune surprise, 63% de possession pour l'Ukraine. Du côté de la Corée du Sud, numéro 18, Chu Young-wook, qui était pour moi là, la vedette du match. Ça fait 2 départs. Non, c'est un match en phase contre le Japon. Je le trouve déjà un peu plus effacé après 20 minutes. Je pense qu'il est dans une meilleure disposition lorsqu'il est rentre comme remplaçant. J'ai bien hâte de voir si on va voir un peu plus sa part au milieu de terrain au cours de la partie. Et parlant de remplaçants, du côté de l'Ukraine, on a, je dirais, le privilège d'avoir sur le banc ce qu'on appelle un super sub en Sikan. Cet attaquant, donc, Danilo Sikan. 4 buts à la Coupe du Monde. On lui a préféré aujourd'hui Vladislav Supriaha en raison, bien entendu, de cette performance exceptionnelle en demi-finale. Khan semblait fatigué, il faut le mentionner, avait joué beaucoup de minutes préalablement. Donc peut-être un peu de repos en début de rencontre, ça va lui faire du bien et il va pouvoir laisser une marque en deuxième lorsqu'il va s'amener. Parce que je n'ai aucun doute qu'il va faire son entrée éventuellement dans ce match. Si on oublie qu'il y avait aussi déjà un carton jaune pendant la partie, donc on veut aussi éviter qu'il prenne un deuxième carton dans le match. Il faut aussi dire, du côté de l'Ukraine, il y a aussi Tchèque au milieu de terrain que je serais pas surpris de voir éventuellement en deuxième demi faire son entrée en jeu. Lui qui a démarré pratiquement déjà 4 parties sur les 6 précédentes, donc un joueur important pour le milieu de terrain. On a préféré Cho Young-wook aujourd'hui, mais je suis pas surpris de le voir faire son entrée en cours de match. À l'entrée de la surface de réparation, l'Ukraine qui cherche à construire la séquence qui va leur permettre de créer l'égalité dans ce match. Et on sent un peu l'absence de Denis Popov pour l'Ukraine. Un joueur qui, oui, jouait en défense, mais qui souvent se portait en attaque, surtout lors des séquences arrêtées. On le voyait continuellement menacé dans la surface de la tête. D'ailleurs, il a 3 buts à cette Coupe du Monde. Et quand on dit les cartons stupides en début de rencontre sur des séquences complètement inutiles, c'est ce qui a privé Popov d'une finale de Coupe du Monde, alors qu'il est allé chercher 2 cartons jaunes dans le dernier match. Je
Je pense que Popov, sur le terrain même, il guide ses partenaires. Donc, c'est vraiment un leader tactique sur le terrain pour eux. Sa perte n'est pas seulement en jeu, mais aussi permettre à ses partenaires d'être un peu plus sûrs de ce qu'ils font, un peu des guider, parce qu'en l'entraîneur a beau donner ses consignes, mais en match, des fois, on ne peut pas rejoindre tout le monde. Dans le cas de Popov, on voyait clairement qu'il y avait le brassard de capitaine pour une raison importante. Le corner de Bjelica. Orsekun était à la bonne place pour dégager de la tête. Et l'arbitre qui rappelle le jeu alors qu'on n'est pas content du tout du côté de Cho Young-wook et Kim Se-yoon. Drishliuk, le joueur qui est allé chercher cette faute. Ah, on voit bien que c'est un contact. Drishliuk a bien fait. Donc, quand il a vu la pression venir, il a voulu protéger son ballon. Donc, il s'est mis entre le joueur adverse et le ballon. Et malheureusement, pour le joueur de la Corée du Sud, il a dû prendre une faute malgré le fait qu'il jouait le ballon initialement à la base. Georgi Stashvili envoie un ballon dans la surface. Et jusqu'à maintenant, au niveau des convaincant du côté de l'Ukraine. Pourtant, c'est une de leurs forces. Oh, attention! Il avait toujours le ballon en bout de ligne, le perd. Bonne incursion de Bjelica là-dessus. Et de l'autre côté, Lunin capte et rapidement relance du côté de Safronov. Stashvili. Un joueur intéressant, mais il prend beaucoup de touches, souvent ralenti le jeu. Regardez maintenant. Toute l'équipe, la Corée du Sud, est toute placée derrière le ballon. Ce ballon. Le jeu se bloque. L'équipe coréenne qui attend, repliée dans son territoire. C'est plutôt statique en avant du côté de l'Ukraine, alors on comprend pourquoi rejoindre un coéquipier. Alors que Safronov reste au sol. Contact avec Lee Kangin, l'unique buteur dans cette rencontre. Sur penalty en début de match dans les premières 5 minutes. Alors qu'on revoit cette séquence où Bjelica a bien failli contourner le défenseur coréen dans la surface. La Corée avec Cho Young-wook, Lee Kangin. C'était bien tenté pour Cho Young-wook. Une passe un peu trop longue. Konoplia reprend avec cette sortie de zone rapidement avortée. Et les joueurs coréens sont disciplinés. On ne triche pas défensivement. Certainement le plan de match de M. Jong-young. Alors qu'on va prendre une petite pause pour s'hydrater. On sait que c'est un règlement de la FIFA. On le voit de plus en plus lorsque la température est considérée comme un peu trop excessive. Présentement, je vous mentionnais sur le terrain 32 degrés Celsius à Łódź. Et certainement une occasion pour les deux sélectionneurs, M. Petrakov et M. Chung Yong-won. Pardon, que dis-je? Chung Jong-young. De donner des indications aux joueurs, de refaire le point sur la stratégie pour les prochaines 20 minutes. L'Ukraine qui fait bien de ne pas paniquer. On sait qu'il reste amplement de temps. Et tu parlais des habiletés intéressantes de ce Stashvili. On le voit à la reprise. Et comme tu l'as si bien noté, parfois il ralentit le jeu et il va de gestes inutiles. Il n'apporte pas grand-chose de concret.
Beshkorovagne. À Bondar. Du côté de Drishliuk. Passe de Drishliuk télégraphiée. Et la sortie rapide de la part de Cho Young-wook qui gagne un coup franc. Fort important. Cho Young-wook a de l'espace et du temps. Regardez son accélération très rapide, même s'il est en possession du ballon. Donc, on conduit cette balle avec. Et on doit prendre la faute si on veut l'empêcher de progresser. Parce qu'en plus, c'est un joueur qui a une bonne frappe, qui peut marquer un but de loin. Bonne décision ici, une faute qu'on appelle tactique. Kim Jong-min et Lee Kang-in. Et encore une fois, on décide de jouer rapidement du côté de la République de Corée. C'est sur une séquence similaire qu'ils avaient réussi à tromper l'Équateur en demi-finale. Ils sont toujours alertes, prêts à jouer rapidement. Ça te prend seulement 2 joueurs qui suivent. Donc, c'est lui qui sert, celui qui va recevoir, d'être moindrement un peu plus alerte que les autres. Et c'est ce qu'on a vu dans le match face à l'Équateur. Oh, attention, on a de l'espace ici avec Supriyaha qui envoie à Konoplia. Et la passe de Konoplia. L'idée de Konoplia, elle est très bonne, de remettre sur une seule touche. Si un joueur de l'Ukraine était lancé en course, donc ça aurait pu créer un danger. Safronov envoie du côté de Supriyaha. Et je crois que c'est un hors-jeu qui est appelé par le juge de ligne. Il est revenu de la position en jeu, donc il était derrière le défenseur, on le voit ici. Parce que le ballon est frappé, il reçoit devant le défenseur, mais trop tard. C'est le départ du ballon que l'arbitre assistant doit l'appeler. Et c'est la fête pour les partisans coréens dans les gradins pour le moment, avec l'équipe qui mène 1-0 dans cette finale de la Coupe du Monde U20. Le meilleur résultat de la République de Corée avant ce tournoi 2019, c'était une 4e place en 1983, alors qu'ils avaient subi la défaite en finale de consolation face à la Pologne. Du côté de l'Ukraine, une première présence dans le top 4. Préalablement, on avait réussi à atteindre la ronde des 16 en 2001, 2005 et 2015. Donc, c'est déjà une 4e présence pour eux dans cette compétition. Et à chaque fois, on avait réussi à traverser la phase de groupe. Et que dire de cette année où on se retrouve en grande finale? Tranquillement, on circule le ballon en défense, alors que le bloc coréen attend patiemment dans son territoire. Ils sont très patients. Bondar envoie à Beshkorovagne. La longue balle, alors qu'on cherche à ouvrir un peu le jeu. Ça profite à Bouletsa. Attention, Bouletsa se rentre dans l'axe et réussit un tir beaucoup trop haut. Mais quand même une menace sur le filet adverse. Bouletsa est un des joueurs ukrainiens avec une des frappes les plus lourdes. S'il peut prendre une frappe en équilibre avec un peu de temps d'espace, il pourrait gêner le gardien de but sud-coréen Lee Kwon-jeong. Cho Young-wook au chute sur le terrain. Ça va permettre la relance rapide de l'Ukraine, mais finalement Konoplia se ravise. Bouletsa. est fauché sur cette séquence. Je ne sais pas si on va avoir un premier carton. Oui. Donc carton jaune. La réaction de la part du joueur coréen Kim Hyun-woo. Il n'y a aucun doute qu'un carton de donné, donc un tacle quand même assez lourd et surtout en retard. Kim Hyun-woo. Alors
ça ne fait aucun doute. Bonne décision de la part de M. Elfat. En 34e minute, 1-0 pour la République de Corée dans cette finale. Il y a une occasion pour l'Ukraine sur coup franc. Alors que cette fois, c'est Victor Kornien, le joueur choisi pour prendre le coup franc. La surface. Le tir de Supriyaha, le but. Ouais, super. Énorme présence d'esprit dans la boîte. Plusieurs joueurs. Et on trouve Supriyaha qui a connu tout un match contre l'Italie. Supriyaha remercie son entraîneur de lui accorder cette confiance en début de match, de l'inclure dans le 11 partant. C'est les Coréens qui redébut sur la de Supriyaha qui, en tournant à l'extérieur du pied, un peu comme s'il avait déjà joué au futsal, trouve le fond du filet. Supriyaha qui ramène les deux équipes à la case départ. La réaction des partisans ukrainiens dans les gradins, alors que Vladislav Supriyaha crée enfin l'égalité. Jusqu'à maintenant, au niveau des statistiques, c'est une possession complètement à l'avantage de l'Ukraine, 66 contre 34. 4 tirs tentés par les Ukrainiens, un seul par la Corée. Qui devrait soulager légèrement cette équipe de l'Ukraine, alors que Supriyaha de nouveau s'amène en territoire adverse. Rejoint par 3 joueurs de la Corée. Et attention, il est en position de hors-jeu en ce moment, Supriyaha, alors qu'on voit Konoplia aller d'une belle percée. Centre de Konoplia écarté. Et on a vu sur les deux séquences qu'on vient de voir, donc Moukhtar, Supriyaha et Konoplia, on a vu un peu la vulnérabilité de la défense sud-coréenne. Si on peut les prendre rapidement et qu'on en vitesse avec du temps et de l'espace, on va les mettre en danger. Lee Kang-in passe à Oh Se-hoon. Konoplia envoie en retrait jusqu'au gardien de but. Le dégagement de Lunin. Faire son duel. La longue balle roule directement. Passe à Safronov. On retourne sur Bondar. Les Beskorovanien. Emprisonné dans son territoire. Il bat finalement d'une longue balle devant. Bon travail de l'Ukraine pour garder la possession. Supriyaha passe à Bouletsa. Du côté de Drishliuk. À Titashvili. De l'autre côté, on avait seul Kornienko dans le couloir gauche. Le centre horaire du sol de Kornienko. Et c'est un dégagement qui renvoie l'Ukraine sur les lignes de côté. Et on peut parler de la défense ukrainienne qui était bonne tout le tournoi. Mais c'est la seule équipe, 7 parties jouées dans chaque match, ils ont marqué au moins un but. Donc, ils ont cette capacité de marquer des buts, surtout souvent à des moments importants. Mais cette équipe qui est très bien huilée, le sélectionneur, on le disait en début de tournoi, seulement 2 joueurs de cette équipe. Oh, attention, on a une séquence intéressante. Le centre en retrait. Et on réussit finalement à survivre du côté de la Corée du Sud. Comme je disais, il y a seulement 2 joueurs de l'équipe ukrainienne qui ont eu des départs lors de 7 parties. Donc, il y a quand même des joueurs reposés actuellement. Donc, certains ont 6 départs, certains ont 5. Mais on a vraiment une équipe qui n'a pas été surutilisée. Donc, on a quand même une certaine fraîcheur parmi notre effectif et on a des joueurs sur le banc qu'on sait qu'on va voir en deuxième demi qui vont pouvoir nous aider. Et malgré le fait que Popov n'est pas là, je suis
convaincu de voir Tchèque et Sikan faire leur entrée de jeu en cours de match pour l'Ukraine. L'Ukraine qui, pour le moment, avec ce but égalisateur, peut dire qu'elle est dans le siège conducteur. Au niveau de la possession, c'est vraiment 2 tiers, 1 tiers avantage pour l'Ukraine. Les Sud-Coréens qui n'ont pas vraiment d'action but. Leur seul tir qu'ils ont, c'est le penalty. Ils n'ont aucune autre action réelle encore vers le but ukrainien. L'Ukraine qui espère bâtir avec cette jeune génération de joueurs talentueux. On sait que préalablement, ils ont une seule présence à la Coupe du monde senior. Il ne faut pas oublier toutefois qu'ils jouaient sous les couleurs de l'Union soviétique jusqu'au début des années 90. Quand même, cette présence en 2006, on s'en souvient en Allemagne avec un certain Shevchenko. Ils avaient atteint les quarts de finale de cette édition. La longue balle de Bondar pour Kornienko. Oui, là, le travail en défense du joueur coréen Lee Ji-sol. Il aurait pu remettre dangereusement à l'adversaire. Safronov. À Konoplia. Belle combinaison qui profite pratiquement profiter à Titashvili. Entrée de touche de Konoplia en plein centre. Bondar. Safronov. Konoplia cherche à rejoindre Supriyaha. Safronov qui est quand même une bonne première mi-temps en remplaçant. Il vient compléter le Big Three en défense avec Bondar au centre. D'ailleurs, ce sont les deux seuls autres joueurs. C'est les deux seuls joueurs de l'Ukraine à avoir joué toutes les parties. Comme Bondar et Pushkovania. Et bien sûr, si Popov avait été éligible pour jouer, on a eu les 3 généraux de cette ligne arrière qui auraient été les seuls joueurs de l'Ukraine à avoir participé. Orsegund reçoit une légère poussée dans la surface. Et on décide de tolérer du côté de M. Elfat. Il laisse le ballon pour Wook. On se retrouve en combinaison de 1-2. Malheureusement, la passe de Wook manquait un peu de précision. Safronov. Rate complètement sa passe. Choyung-Wook pousse devant. Kim Se-yoon a de l'espace. Belle feinte. Le tir par-dessus la cage de... Eh bien voilà peut-être 2 présences intéressantes de la République de Corée en territoire ukrainien. Et surtout la première tentative vers le but adverse depuis le penalty pour la Corée du Sud. Alors qu'on a eu un contact dans la surface entre, je dirais, les 2 tours sur le terrain. Orsegund et Leskorovany. Intéressant de constater justement le travail du sélectionneur, M. Petrakov. On en a parlé un peu plus tôt. Vraiment beaucoup de constance en défense avec ces joueurs qui ont joué pratiquement toutes les minutes. Mais quand on regarde devant, ben ça bouge. Il n'a pas peur de laisser des opportunités à des joueurs qui ont bien fait dans le match précédent, qui se sont emmenés en cours de rencontre comme Supriyaha. Donc un bon mélange entre constance et test sur le terrain. Il y a
Kornienko qui joue quand même beaucoup et Bouletsa. C'est peut-être les deux autres joueurs qui sont le plus utilisés par les sélectionneurs, mais tu as raison. Supriya, on l'a vu lors du dernier match. Et en tant que titulaire, c'est lui qui vient et qui dynamise cette équipe après le retrait de Sican. On voit c'est lui qui marque le but aujourd'hui. Donc, chapeau au sélectionneur qui a décidé de faire confiance à Supriya qui avait donné un effort constant lors du dernier match. Et sûrement que l'entraîneur va rien enlever à Sican. Il va probablement même le mettre en jeu en cours de match. Et sa gestion personnelle, elle est impeccable du côté du sélectionneur ukrainien. Et si le pointage demeure 1-1, Sican obtient une occasion en or de jouer les héros en fin de match. Alors que Konoplia, peut-être un match plus difficile, alors qu'on l'a vu rater quelques passes. Chose qu'on n'a pas vu énormément depuis le début du tournoi de la part de ce numéro 17. C'est quand même un joueur, même s'il n'a pas 7 départs dans le tournoi, c'est peut-être un des joueurs ayant parcouru le plus de kilomètres dans les matchs. Donc certains qu'au niveau de l'énergie et mentalement, il est potentiellement un peu plus fatigué. Mais je suis convaincu que Konoplia va nous donner quelques bons services d'ici la fin du match. Bon travail de Supriya pour rejoindre Drishliuk. Changement de côté avec cette passe jusqu'à Kornienko. Kornienko cherche à pousser Supriya devant. Travail impeccable en défense des Coréens et on va chercher une faute. Alors qu'on ajoute 4 minutes de temps additionnel à cette première demi. C'était bien entendu en raison de cette intervention du VAR, encore une fois. Il a dû prendre environ 3 minutes avec penalty et tout pour le processus, donc 4 minutes. Et moi, j'aurais dit 3 à 4, donc je pense que 4 minutes, c'est justifiable. En plus de la pause, bien entendu, pour prendre cette gorgée d'eau en raison de la chaleur sur le terrain. On va certainement avoir une autre pause en deuxième demi, alors que le soleil ne sera pas encore couché du côté de la Pologne. Une belle combinaison sur la gauche, alors qu'il a beaucoup d'espace, Choljun. Là, la chute, malheureusement, qui vient mettre un terme à cette belle séquence. Il a glissé un peu, donc il a perdu pied sur la séquence. Et rapidement, le joueur ukrainien récupère ce ballon. Assez nombreux les partisans coréens dans les gradins à Łódź. Alors après avoir fait un tour en Asie lors de l'édition 2017 de cette Coupe du Monde U20, on revient en Europe pour 2019. Préalablement en 2015, c'était en Nouvelle-Zélande. Alors on pourrait potentiellement voir dans les prochaines années cette Coupe du Monde débarquer soit en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord. On sait que la FIFA aime bien faire une permutation comme ça entre les divisions. Dans leur territoire, la République de Corée cherche à bâtir peut-être une dernière attaque avant le sifflet qui va annoncer la fin de cette première demi. Ils ont eu un début de match idéal, je dirais, avec ce pénalty décerné dès la 3e minute. On réussit à prendre les devants avant de voir l'Ukraine éventuellement égaliser en cours de rencontre. Et avec un pointage de 1-1, on pourrait retraiter au vestiaire avec quand même une certaine confiance. On sait à quel point ils sont habitués de jouer des matchs serrés depuis le début de cette Coupe du Monde. Konoplia. Envoie du côté de Supriya.
Choi Young-wook change de côté avec Hwang Tae-yeon, le capitaine. Orse-hoon de retour sur Hwang Tae-yeon. Orse-hoon qui, encore une fois, essaie de jouer une combinaison sur une seule touche. Oh, quel tir d'Orse-hoon! Belle frappe du pied gauche. Le meilleur buteur de cette équipe à cette Coupe du Monde à égalité avec Choi Young-wook et maintenant Lee Kang-in. 2 buts chacun. Tir du pied gauche sans hésiter. Et juste avant le tir, il a aperçu un partenaire dans la surface et essaie de le remettre sur une touche. Donc une belle présence d'esprit pour Orse-hoon. Alors, c'est avec une égalité de 1-1 qu'on va s'arrêter, mesdames et messieurs, pour cette première pause. Vous écoutez la Coupe du Monde U20 de la FIFA sur les ondes de RDS. Antoine, c'est prêt? Alors, de retour à Łódź, en Pologne, mesdames et messieurs, pour la deuxième demi de cette grande finale de la Coupe du Monde U20 entre l'Ukraine et la République de Corée. Un changement déjà donc apporté par le sélectionneur coréen, M. Chung Jong-yong, qui amène sur le terrain le numéro 11, Won-sang, à la place du numéro 20, Kim Se-yoon. Alors, on cherche peut-être à brasser un peu les choses sur le terrain, alors qu'on a vraiment eu une domination ukrainienne, surtout en termes de possession et dans les premières demi. Et dans le cas du numéro 11, Won-sang, il a été de toutes les parties depuis le début, mais toujours comme substitut. Donc, c'est un joueur habitué au deuxième demi de chaque partie. Donc, on a décelé un besoin au milieu de terrain. Et je suis obligé d'être d'accord avec le sélectionneur. Je pense qu'il manquait un peu. On n'a pas vu beaucoup de Choi Young-wook. Donc, possiblement que l'entrée du numéro 11 va peut-être changer un petit peu la donne. Alors qu'on voit au bas de l'écran les 2 buteurs de cette rencontre, Lee Kang-in dans les premiers instants de cette première demi, donc sur penalty, qui marque le premier but du match, suivi de Vladislav Supriyaha. C'est donc l'égalité 1-1 après 45 minutes. Et du côté de l'Ukraine, on va vouloir poursuivre avec ce bon travail, cette pression constante en territoire adverse. On sait que derrière, on a un bloc défensif assez solide avec ce trio composé de Beshkorovany, Bondar et Safronov. Et sans oublier Andrei Lunin dans les buts. On peut se permettre par moment d'être un peu plus entreprenant à l'attaque. Supriyaha qui cherchait à aller toucher à ce ballon. Attention, une première présence donc du numéro 11, Won-sang. On va se souvenir de la deuxième mi-temps du Sénégal contre la Corée du Sud, où ça a été une deuxième mi-temps complètement folle, mais quel engagement de cette équipe sud-coréenne. Ça a été, selon moi, leur meilleur 45 minutes dans le tournoi. Ça a été ces 45 minutes-là et je pense que ce serait un bon moment actuellement en finale pour eux de reproduire le même type de performance. Alors qu'on avait vu 9 minutes de temps additionnel ajouté dans ce match. Et c'est dans vraiment les derniers instants de cette deuxième demi que la Corée du Sud avait réussi à créer l'égalité et propulser tout le monde en prolongation. Lee Gwang-yeon. Long dégagement. Bien négocié de la tête par Orse-hoon. Ouais, très bien joué de Orse-hoon. La Corée qui garde la pression en territoire adverse. Choi Jun combine avec Kim Kyung-woo. Kim Jong-min passe à son capitaine Hwang Tae-yeon.
Et là, la passe un peu molle de la part de Hwang Tae-yeon permet à Bjelica de reprendre, mais rapidement, on vient l'entourer avec 3 joueurs, de sorte que le numéro 10 était un peu pris en piège. Choi Young-wook à l'entrée de la surface. Il a toujours de l'espace. Choi Young-wook, un tir complètement raté. Il avait pourtant si bien orchestré cette séquence. C'est un joueur qui adore prendre cet espace au milieu de terrain, de provoquer la ligne arrière. Donc, ses courses avec ballon sont souvent nord-sud, donc il n'hésite pas à se porter à l'attaque. Il a quand même une bonne frappe. Il peut aussi trouver des partenaires avec des passes. Donc, le milieu de terrain, lorsqu'il a du temps et de l'espace, il est capable de créer des occasions pour la Corée du Sud. Une faute sur Supriyaha qui reste étendu au sol. On revoit ce contact. Alors que je crois qu'il a reçu les crampons de l'adversaire. Je pense que c'était le coude qui a été mis au visage un peu lors de la montée. Donc je pense que c'est un geste non intentionnel. Malheureusement, on a touché au visage de Supriyaha. Alors une occasion pour l'Ukraine à la 50e minute avec nul autre que Bjelica de nouveau. Semble le joueur de prédilection pour les coups francs. Bjelica centre dans la surface. Et une séquence vraiment de piètre qualité de la part de l'Ukraine sur ce coup franc. Kornienko. Pouce devant pour Bjelica. La passe en retrait. Et finalement, on réussit à dégager du côté coréen. Et bonne remise de Bjelica avec l'extérieur du pied droit qui trouve. C'est vraiment dans une zone de danger avec aucun joueur ukrainien n'est capable d'être au bout de ce. Lee Kangin. Jun. Cette fois, c'est la République de Corée qui contrôle le ballon. Alors que du côté de l'Ukraine, on attend patiemment. Avec peut-être devant Supriyaha qui de temps en temps va aller mettre de la pression sur l'adversaire. Sang. Jusqu'à Kim Kyung-woo. Le centre dans la surface, touché de la tête par Choi Young. À Lee Kangin. Une équipe sud-coréenne beaucoup plus entreprenante dans cette deuxième demi. Un changement total à la stratégie de cette équipe qui préférait attendre en première et laisser l'adversaire manœuvrer avec le ballon. Glissade de Drishliuk. Encore une fois, une sortie de zone tentée par l'Ukraine. Et en deuxième demi, un peu plus de difficulté à libérer le territoire. Voilà qui est fait avec Konoplia. Oh, attention! Supriyaha! C'est 2-1! Incroyable! Konoplia qui a comme perdu le ballon en conduite, mais malgré tout poursuit. Trouve Supriyaha entre deux défenseurs qui lui met le ballon au fond du filet. Ce joueur qui a connu tout un match en remplacement. Dans la dernière partie, voici donc. Aïe, aïe, aïe. Et Konoplia, finalement, qui réussit à avoir un impact dans ce match après une première demi peut-être un peu plus difficile. Et le joueur sud-coréen, en voulant sortir le ballon des pieds de Konoplia, a dévié le ballon sur les pieds de Konoplia, ce qui involontairement a trouvé devant Supriyaha qui, complètement seul devant le gardien, réussit à donner les devants à l'Ukraine 2-1.
Eh bien, Vladislav Supriaha, on était, je dirais pas surpris de le voir dans le 11 de départ, plutôt surpris de la décision de laisser Sican sur le banc. Je pense qu'il donne raison à son entraîneur alors qu'il marque déjà le deuxième but du match. C'est son troisième départ en 7 parties. Et tu as raison de dire, on n'était pas surpris car le sélectionneur du côté de l'Ukraine, M. Petrakov, va toujours gérer ses alignements de départ selon les performances précédentes et ses besoins. Donc, même si Sican a peut-être une réputation plus importante, il est allé avec le joueur qui lui en avait donné le plus. Et en ce moment, il s'est clairement pas trompé. Du côté de la République de Corée, il va falloir poursuivre le bon travail qu'ils ont fait pourtant depuis la reprise, alors qu'ils sont plus régulièrement en territoire adverse. Ils ont très bien entamé cette deuxième demi. Alors ne pas se décourager suite à ce but. C'est même le deuxième but qu'on accorde dans ce match. Et les 2 fois, c'est un joueur sud-coréen qui fait presque la dernière passe avant le but. Donc, ce qui est un peu plate pour eux. Alors, Maxime Tchek, le joueur du Shakhtar Donetsk, qui devrait faire son entrée au cours des prochaines minutes. C'est ce que j'avais dit un peu plus tôt. Je serais pas surpris de voir Tchek insérer l'alignement et Sican aussi un peu plus tard dans le match. Intéressant de voir le joueur qui va quitter du côté de l'Ukraine, peut-être un Konoplia ou bien Titashvili. Ouais, Titashvili, d'après moi, c'est le joueur qu'on a un peu moins vu depuis le début de ce match. Konoplia parce que, bon, il semble passablement usé. Kim Jong-min. La réception n'était pas à point du côté de Lee Kangin. Ça profite à Supriaha. Une faute sur le numéro 11 ukrainien. Ce sera donc un carton décerné par M. Elfat. Pable Lijaek. Et lors du premier match, j'avais vu à chaque fois qu'un joueur portugais se retrouvait face à cette ligne arrière sud-coréenne, au niveau de la vitesse, on avait beaucoup de difficultés à la gérer. Donc, ça fait déjà 2 fois dans le match, on voit un carton qui a été pris pour empêcher un joueur de progresser. Alors, c'est finalement Oleksiy Kaklov qui quitte. Alexandre, je ne crois pas avoir dit son nom une seule fois dans le match. Alors, une décision peut-être qui fait du sens. Oui, tout à fait. Kaklov qui avait juste 3 départs depuis le début de ce tournoi, donc c'était pas un joueur cadre régulier de l'équipe. Alors, Tchek qui s'amène. Il avait joué à peine 152 minutes avant le match d'aujourd'hui. Alors que lui, Tchek, tout le contraire. On parle d'un joueur qui a quand même 4 départs, mais 388 minutes. Il est surtout participé à tous les matchs. Donc, s'il n'était pas titulaire, il a marqué en cours de match. Donc, un joueur cadre dans ce milieu de terrain, je pense qu'il va aider. Et je ne serais pas surpris de voir plus tard Sican entrer pour Titashvili. Tout dépendant du pointage, bien entendu, parce qu'advenant une avance de l'Ukraine, on va peut-être chercher à protéger cette avance et donc à amener un joueur à caractère plus défensif. Une passe en retrait. De la tête, Beshkorovani voit le ballon lui échapper. Et Konoplia entre en contact avec Lee Kangin. Alors qu'on va appeler, je crois, une faute contre l'Ukraine sur cette charge. On va revoir à la reprise ce coup franc. Kornienko laissé fin seul. Finalement, est-ce qu'on décide que c'est Lee Kangin qui a absolument
qui est le joueur fautif sur cette séquence. Je croyais vraiment que c'est Konoplia qui était entré en contact avec le numéro 10. Mine de rien, c'est un coup franc pour l'Ukraine et un tir de loin de la part de Serhii Buletsa. Buletsa qui semble manquer un peu de force aujourd'hui dans ses frappes. Le coup franc pris en première demi, celui-ci manquait nettement de force. Sans parler de la précision sur ce dernier tir. Des tirs meilleurs que ça pour battre Lee Kwang-Jian. Alors qu'on approche de l'heure de jeu, c'est 2-1 maintenant pour l'Ukraine. Un but marqué en deuxième demi pour donner donc l'avance à la formation ukrainienne. Voilà Titashvili qui se compromet. Ballon qui bondit dans la surface. Orsehoun, duel avec Beshkorovaigne, gagné par le défenseur ukrainien. Percée intéressante dans le couloir droit du nouveau venu, Wonsang. Wang Taeyeon sur les lignes de côté. Wonsang. Amorti de la poitrine de Orsehoun. Mais quel travail de Supriyaha. Et je crois qu'on va chercher à le lancer absolument. Alors qu'on avait vu l'appel du numéro 11 devant Choi Jun. Supriyaha. Un tir complètement raté, mais quelle séquence de Vladislav Supriyaha encore une fois. Ouais, il a tout fait correctement, donc il a fixé le défenseur, il a attendu l'appel de Buletsa et malheureusement ce dernier met sa frappe au-dessus de la barre transversale. Alors, il a tout un match, Vladislav Supriyaha. Joueur qui appartient au Dynamo Kiev. Un des grands clubs ukrainiens, bien entendu, avec le Shakhtar Donetsk. Buletsa revient sur ses pas, trouve Konoplia qui avait effectué un bel appel. Konoplia à l'entrée de la surface, fonce littéralement dans un mur. Konoplia ne connaît pas son meilleur match dans cette finale. Il ne lâche pas le ballon assez rapidement, mais il joue un peu moins désaxé qu'à l'habitude. Donc, la formation déployée par le sélectionneur fait en sorte qu'il y a un attaquant sur son côté. Donc, lui, ça l'empêche peut-être de prendre autant d'espace dans le corridor. Et le voilà, Danilo Sican. Ce sera donc le moment tant attendu pour le numéro 14 de peut-être marquer le but d'assurance pour son équipe. Raison maintenant, est-ce qu'il va remplacer Supriyaha ou on va sortir Titashvili? On a vu Supriyaha y aller de quelques courses assez prononcées au cours des dernières minutes. Je ne sais pas s'il a reçu le signal de la part de son entraîneur qu'il allait bientôt quitter le terrain. Mais il semble avoir donné beaucoup d'énergie sur le terrain. Et voilà, c'est bien donc Vladislav Supriyaha qui quitte en tant qu'attaquant central. 2 buts marqués pour lui dans ce match. Mission accomplie pour le numéro 11. Maintenant, c'est au tour de Danilo Sican de jouer et de s'illustrer en grande finale. Je ne serais pas surpris de le voir si le pointage demeure intact, de le voir être nommé joueur du match. Un tir assez puissant. Ambitieux par contre d'une telle distance avec un gardien comme Lunin devant le filet de l'Ukraine, pardon. Et donc un changement pour la République de Corée alors que le numéro 18, Cho Young-wook, va céder sa place au numéro 7, Jeon Sejin.
Sejin, lui, un attaquant qui a déjà participé à 5 rencontres des siens dans le tournoi. 173 minutes jouées. Je suis convaincu que le sélectionneur sud-coréen aurait peut-être préféré faire l'inverse, donc garder Cho Young-wook sur le banc pour pouvoir l'entrer en deuxième demi. C'est dans ces moments-là qu'il a été très important dans l'équipe, donc il a pris un peu une chance dans ce match. Mais on l'a très peu vu pendant la première heure de jeu. Centre directement sur la tête de Won-sang. Mais le joueur coréen qui ne parvient pas à rediriger et à cadrer cette frappe. Quel travail de la part de Lee Kang-in, encore une fois. On voit qu'il est au cœur de plusieurs séquences offensives de son équipe. C'était un centre très bien placé, donc on a trouvé le milieu de terrain pour Won-sang. Et Supriyaha qui quitte ce match avec quelques marques. On le voit avec la glace sur le banc. Son épaule qui semble avoir pris un coup. Kornienko récupère son propre ballon. Kornienko, un tir bas. Et ça, c'était dangereux. Super tir de Kornienko qui a pu récupérer un ballon laissé libre après sa mauvaise première touche. Mais là, il prend 2 touches pour se placer et il peut frapper. Un tir croisé. Il passe à quelques pouces du deuxième poteau. Lee Gwang-yeon, à la 65e minute, qui décide d'y aller d'une relance courte sur son défenseur Lee Ji-sol. Finalement, c'est le gardien qui dégage loin en territoire ukrainien un ballon qui va finalement quitter le terrain. On sait qu'ils sont capables de revenir de l'arrière. Les Coréens, ils l'ont déjà démontré dans ce tournoi. Et malgré tout, je dirais que c'est une deuxième demi où ils ont démontré beaucoup plus de choses intéressantes qu'en première jusqu'à maintenant. Une équipe un peu plus éveillée et créative surtout. Hwang Tae-yeon passe par le centre avec Lee Kang-in, laisse en retrait à Lee Jae-ik. Lee Kang-in. Lee Ji-sol. Lee Jae-ik, et ça semble plutôt difficile en ce moment de trouver les ouvertures du côté de la Corée. Et attention, Danilo Sikan, lui, a les jambes fraîches. Force même la sortie du gardien Lee Gwang-yeon. Là qu'on voit le président de la FIFA, M. Infantino. Ballon envoyé du côté de Bjelica. Superbe construction avec Kornienko. Quel travail de la part du numéro 9. Et là, cette dernière touche un peu maladroite. On revoit la glissade parfaitement calculée de la part du numéro 6, Maxime Čech. Čech, une présence très musclée au milieu de terrain pour l'Ukraine, donc on l'a déjà vu plus dans ce 20 minutes de jeu qu'on a pu voir Kavlov dans la première mi-temps complet. L'avantage de la République de Corée avec encore 22 minutes à jouer à ce match.
Kangin, encore une fois, va essayer de surprendre l'adversaire. Alors qu'on voit les partisans coréens dans les gradins qui cherchent à encourager leur équipe. Et finalement, Lee Kangin qui va s'exécuter après une petite interlude. De l'autre côté, le ballon est toujours en jeu dans la surface. Dangereux. Osehun. Le tir qui va finalement dévier en corner. Les joueurs ukrainiens qui sont très efficaces à défendre, même sur des situations un peu plus problématiques. On évite de prendre une faute. Ils ont réussi à bloquer ce tir qui aurait pu trouver le cadre. Lee Kangin. Alors qu'on voit André Lounine n'a pas vraiment eu à s'illustrer dans ce match. De la tête et voilà une première occasion pour Lounine de briller. Et quel arrêt! J'allais dire, on l'a très peu vu dans le match depuis le début. Et quel arrêt de Lounine à bout portant. Il dévie ce ballon sur la barre. Une séquence parfaitement exécutée de la tête par Lee Jae-ik. Et Lounine preste. Et Kornienko qui fait un tacle glissé pour bloquer ce ballon. Ensuite, alors que M. Elfat est en communication pour une raison que j'ignore. On a vu une séquence. Oui, donc on cherche à voir s'il n'y a pas un penalty. Non. Donc on demande au jeu de se poursuivre. Je ne suis pas convaincu de l'infraction qu'on cherchait du côté des officiels. Et vous imaginez un deuxième penalty appelé par VAR contre l'Ukraine. Je n'ai pas vu moi non plus aucune situation qui pouvait laisser croire un potentiel penalty. Alors encore 20 minutes à jouer à cette grande finale. L'Ukraine qui pour le moment est devant tentera de poursuivre cette tradition, je dis tradition, ou du moins cette séquence de pays européens qui remportent le titre à cette Coupe du Monde U20. On sait que les champions en titre, c'est l'Angleterre qui avait remporté en 2017 le tournoi en République de Corée. Avant ça, en 2015, c'était la Serbie qui avait triomphé en Nouvelle-Zélande en battant en grande finale le Brésil. Oh, attention, une séquence avec Bouletsa. Le tir, bel arrêt de la part de Lee Gwang-yeon. L'idée est bonne de Bouletsa, mais encore une fois, une bonne frappe, mais elle manque un peu de force et de puissance pour pouvoir battre ce gardien de but sud-coréen. On se transporte de l'autre côté où finalement on réussit à refouler momentanément cette formation coréenne. Alors, je vous parlais de la séquence donc européenne à cette Coupe du Monde U20. Avant la Serbie en 2015, c'était la France en 2013 qui avait réussi à remporter le tournoi en battant l'Uruguay en finale. Donc on pourrait avoir un 4e pays européen de suite remporter les grands honneurs. Le tournoi qui existe depuis 1977 et depuis, aucun pays asiatique n'a réussi à mettre la main sur le titre. Donc on voit au niveau de la possession, la Corée du Sud qui s'est nettement améliorée. Donc ils ont vraiment bien entamé cette deuxième demi. Ils ont même dépassé l'Ukraine en termes de nombre d'occasions vers le but. Donc peut-être... on a parlé beaucoup de la deuxième demi face au Sénégal, mais en ce moment, les Sud-Coréens vraiment connaissent un bon 45 minutes. Alors qu'on avait ici un petit moment où on est venu prêter main forte à Alexander Safronov,
Je crois qu'on va en profiter pour prendre une gorgée d'eau au même moment et accorder cette pause donc à mi-chemin de la demi pour permettre aux joueurs de s'hydrater. Sur le banc, on vous montrait bien entendu le héros de cette rencontre, Vladislav Supriara, jusqu'à maintenant. Et du côté de la République de Corée, ça a été un tournoi, je dirais, où l'émotion a été au rendez-vous. Beaucoup de matchs serrés, beaucoup de résultats qui sont venus dans les dernières secondes. Est-ce que ça va se poursuivre en grande finale? Tous les matchs se sont soldés par la différence d'un but pour la Corée du Sud. Même leur seule défaite dans le premier match contre le Portugal, ils ont seulement perdu 1-0 et depuis, victoire 1-0 à l'Afrique du Sud. Argentine 2-1, Japon 1-0, Sénégal 4-3 en penalty, l'Équateur 1-0. Donc une équipe qui est habituée à ce type de match serré et qui ont démontré, surtout contre le Sénégal, on peut revenir à l'arrière très tard. Ils ont marqué à la 98e minute le but utilisateur qui a fait le 2-2. Et on match de quart de finale. On parle beaucoup de ce match, quart de finale face au Sénégal qui est allé en prolongation puis en pénaux. Mais il ne faut pas oublier que face au Japon, dès les huitièmes de finale, ils ont marqué à la 84e minute. Une rencontre où les Japonais ont eu l'ascendant, je dirais, pendant 80 minutes, même plus. Au niveau des statistiques, ça a été vraiment un match fort disputé par les Japonais, 61% de possession. Et finalement, la Corée qui réussit à se sauver avec la victoire avec un but de Oh Se-hoon en fin de rencontre. Encore 15 minutes à jouer et le temps qui va commencer bientôt à manquer aux Coréens. Deux changements apportés de part et d'autre. Oh Se-hoon. Et sa tentative de centre qui dévie sur le géant, Loskorovagny. Je ne pense pas avoir vu cette défense ukrainienne être aussi dérangée par certains moments dans un match que lors des premiers 25 minutes de cette deuxième demi. Donc les Sud-Coréens qui ont trouvé une faille dans ce bloc défensif et trouvent une manière de déranger les joueurs de l'Ukraine. Lee Kang-in a une option pour jouer court, décide finalement d'envoyer dans la surface. Bondar de la tête envoie une chandelle qui bondit à l'entrée de la surface. Les Coréens réussissent à garder le contrôle. Attention, c'est dangereux, on a une opportunité ici. Et finalement, c'est un dégagement de l'Ukraine. Safronov qui, sans même y penser, décide de laisser souffler son équipe un peu. Donc avec ce dégagement, le bloc pourra se replacer et surtout reculer l'équipe sud-coréenne. Lee Kang-in décide de passer par l'autre côté avec une longue transversale, bien captée par Choi Jun, jusqu'à Jeon Se-jin, puis à Hwang Tae-yeon. Bon travail en défense de Drishliuk qui n'a pas peur de s'interposer. Une deuxième demi plus expéditive que la première, je dirais. Et pour le moment, Sikan a été plutôt invisible dans ce match. À sa défense, l'équipe ukrainienne n'a pas eu possession du ballon très longuement depuis le début. Donc, on n'a pas pu se créer ni une attaque placée, ni un contre. Donc, présentement, on a une équipe sud-coréenne qui est très entreprenante. Là, c'est Konoplia qui reste étendu alors qu'il a reçu un coude à la tête. On a vu plusieurs actions où les avant-bras, les joueurs sont régulièrement
placé très haut et on accroche souvent le visage de l'adversaire. Alors, carton jaune à Orsehun. Ce contact. On devrait faire attention dorénavant avec le VAR de garder les coudes le plus bas possible sur ces séquences aériennes. Eh bien, je disais que la deuxième demi avait été plutôt expéditive. Et quelques minutes seulement plus tard, on me fait mentir avec cet arrêt. Alors que finalement, Konoplia se relève. Et Andriy Lunin va se charger de la relance. Alors qu'on voit Danilo Sican attend une première occasion dans ce match de se faire valoir. C'est lui qui remporte cette tête. Oh, quel travail de Kornienko. Explosif comme d'habitude. De l'autre côté, à Bouletsa, chute dans la surface. Il a tombé tout seul, je crois. Mais quelle présence, quelle vitesse, vivacité de Kornienko là-dessus. Il s'est retrouvé à jaillir de nulle part et de remettre ce ballon sur un centre en retrait. Faut appeler sur ce dernier contact alors que Maxime Tchek va se relever. Kornienko, c'est un des 3 seuls joueurs de la sélection ukrainienne à avoir débuté les 7 parties. Et c'est lui qui a pratiquement le plus de minutes de jouer. Donc, il est deuxième en utilisation. Donc, un joueur qui a énormément de volume de jeu. Alors, le héros du dernier match, Choi Jun, qui quitte, cède sa place à Lee Kyu-hyuk. Sa première apparition en Coupe du Monde. Il n'a pas joué une seule minute dans ce tournoi. Et quand on disait que le sélectionneur, M. Chung Jong-yong, n'a pas peur de prendre des décisions osées, en voilà une. Et celle-là, elle peut être surprenante un peu. Alors, Lee Kyu-hyuk s'amène en grande finale avec 10 minutes à jouer. Bouletsa passe à Beskorovanie. Jusqu'à Sican. Sican qui va chercher la faute. Sican qui est très bon face à son jeu. Lorsqu'il se met dos sur son défenseur, son couvreur, très difficile pour eux de défendre contre lui. Il protège très bien le ballon. Un avançante infatigable qui court constamment. C'est encore lui qui est au bout de ce ballon. Et peu importe ce qui se passe pour les prochaines minutes, je crois qu'on pouvait même dire en début de match que Erling Haaland de la Norvège allait remporter le soulier d'or remis au meilleur buteur dans cette compétition. Bouletsa. Le centre qui finalement quitte en corner lorsque dévié par l'adversaire. Mais je vous parlais de Erling Haaland. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a eu droit à un match record dans la phase de groupe de cette Coupe du Monde, alors que Haaland a marqué 9 buts dans la même rencontre. C'est toujours lui qui est en tête du classement des buteurs, loin devant les plus proches poursuivants qui en ont 4. Un match complètement fou face au Honduras. Ballon bien boxé par le gardien Lee Gwang-yeon. Alexandre, quand même particulier pour Haaland de remporter le soulier d'or du meilleur buteur alors que son équipe a été éliminée dès la phase de groupe avec une fiche de 1 victoire et 2 défaites. Match contre le Honduras, on a vu une équipe de la CONCACAF complètement anéantie par l'adversaire. Par contre, on n'a pas vu les joueurs célébrer autant que les Américaines lors de leur 13-0 face à la Thaïlande.
Belle séquence de la part de Lunin, encore une fois, qui reste fort devant son filet. Lunin qui saute et boxe le ballon donc au-dessus de la tête de Osehoun. Osehoun du haut de son mètre 93. Donc Lunin à 1m90 plus l'avant-bras est capable de prendre ce ballon. De faire le travail. Lee Gisol. Encore 6 minutes 30 secondes à jouer en temps réglementaire dans ce match, cette grande finale de la Coupe du monde U20. On devrait avoir au moins 4 minutes d'arrêt de jeu encore dans ce mi-temps. Alors que du côté de Jeon Se-jin, il se charge lui-même de renvoyer le ballon au gardien de but André Lunin pour éviter de perdre des secondes précieuses. Par contre, Lunin a bien entendu le gros bout du bâton. On le voit tranquillement placer le ballon avant de relancer. Même se permettre de prendre un carton jaune, prendre son temps. Lee Kwang-yeon. Voulait jouer court, mais je crois va se raviser finalement. Alors qu'il demande à ses joueurs de monter loin en territoire ukrainien. Le bloc ukrainien qui a peut-être souffert un peu a fini par passer la tempête. Ils se sont mieux organisés dans les 10 minutes. Won-tae-yeon, le centre à Osehoun. Oh, quelle intervention de la tête extrêmement importante de Safronov. Safronov qui était très présent. Et encore une fois, Osehoun, la cible dans la surface, envoie un ballon directement sur Lunin. Un jeu d'enfant pour le gardien de but ukrainien, mais quand même intéressante cette séquence, ces deux séquences consécutives. Et Bouskovania qui gêne un peu la trajectoire de la tête désirée par Osehoun. Pression de la part des Coréens en deuxième demi. Énormément. On est rendu à 12 actions vers le but adverse et la possession, elle est presque 50-50 pour le match au complet. Donc, dans cette deuxième demi, on a pratiquement eu l'inverse de la première demi en termes de possession. On se retrouve à égalité après 90 minutes. Joachim Konoplia qui se voit décerner un carton jaune sur ce tacle dangereux. Ça va permettre à la Corée d'envoyer un ballon dans la surface. Encore une fois, Lunin s'interpose. Beaucoup d'assurance, Lunin, dans sa surface. Dégagement sur Sikan. Finalement, ça va rouler jusqu'à Lee Kwang-yeon. Relance rapidement. Le temps qui commence à manquer avec ce retard d'un but pour la Corée. On cherche à contourner le bloc avec Lee Kang-in. Centre dans la surface. Encore une fois, un peu trop prononcé, ce centre va directement dans les mains de Lunin, alors qu'on avait tout de même 3 joueurs coréens dans la surface. Ce centre doit s'éloigner un peu plus du gardien de but. Donc, il était vraiment placé dans la petite surface, donc qui avantage Lunin pour l'intervention. Oleksiy Kashchuk va faire son entrée, joueur du Shakhtar Donetsk. Donc le troisième et dernier changement pour l'Ukraine. Alors qu'on voit le signal de M. Elfat. Bouletsa quitte et Kashchuk s'amène. Un autre joueur, Kashchuk, qui
chaque match a eu une présence en deuxième demi, donc il est toujours entré comme substitut en cours de tournoi, donc un joueur à qui on fait confiance. Son seul départ est venu contre le Nigeria dans le match numéro 3, mais depuis, il a participé à toutes les parties comme substitut. Encore 2 minutes à jouer en temps réglementaire. Une occasion pour Titashvili. Oh, Titashvili, attention, ça décale, le tir, le but! Et quel but! Et quel but! Le voilà, le but d'assurance. L'Ukraine, maintenant, certainement sera championne. Et c'est ce qu'on avait décelé dans le premier match du tournoi, cette défense Corée du Sud qui a de la misère à gérer les gens qui viennent en pleine vitesse, donc pas assez de mobilité dans cette ligne arrière pour gérer ce genre de situation. Titashvili qui intercepte cette passe et n'hésite jamais en pleine accélération, donc se dirige vers le but. Fait son rentrer à l'intérieur, revient, se désaxe et prend une tire du pied gauche, son prix de prédilection. Il bat le gardien d'un tir croisé. Eh bien, quel travail de la part de Titashvili, pardon. Quelle vitesse. La contre-attaque, finalement, qui finit par payer. Et là, ça va être difficile du côté des Coréens qui tirent de l'arrière maintenant 3-1 dans ce match. J'ai bien l'impression que Georgi Titashvili s'est légèrement blessé lorsqu'il a peut-être un peu trop célébré. Ou est-ce une crampe tout simplement avec la chaleur extrême sur le terrain? Je crois que c'est une crampe. On l'a vu après le but tout de suite recevoir les étirements par ses coéquipiers. Donc, numéro 7 qu'on a très peu vu dans le match. On a des fois vu un peu brouillon sur certaines actions. Et là, il marque un but capital qui devrait confirmer la victoire de l'Ukraine. Donc, l'Ukraine serait championne du monde moins de 20 en 2019. Alors, Ovsehun a été au cœur de plusieurs séquences. En deuxième demi, on a continuellement cherché à le rejoindre dans la surface pour que de la tête, il puisse envoyer ce ballon au fond du filet. Et avec 5 minutes d'ajouter, ben, c'est peut-être trop tard pour les Coréens. Les Sud-Coréens viennent de manquer une excellente occasion de revenir le match à un but. Donc on a tout fait. On a bien fait la déviation de la tête et malheureusement, on manque de très peu. Frappe du pied gauche. Kornienko encore très présent à défendre un contre un à la surface. On l'avait mentionné en début de reportage, l'Ukraine a été constante depuis le début de cette Coupe du Monde. On a toujours trouvé la manière de s'adapter à l'adversaire et d'aller chercher la victoire. Voilà donc qu'ils le font de nouveau en grande finale alors qu'ils s'imposent face à la République de Corée. Ce n'est pas encore terminé, mais j'ai bien l'impression qu'avec encore 4 minutes tout au plus à jouer dans ce match et 2 buts d'avance, c'est pratiquement plié. Et je lève mon chapeau à Alexander Petrakov, le sélectionneur de 61 ans. Je trouve que tout le long du tournoi, c'est celui qui a le mieux dirigé son effectif, qui a profité des forces et des faiblesses de tout son groupe. Ses joueurs avaient des qualités. Son groupe était prêt à l'écouter. Donc vraiment, chapeau à ce sélectionneur que j'espère revoir plus tard dans un autre tournoi. Avec ce deuxième but, les partisans dans les gradins qui sont maintenant beaucoup plus bruyants. Et du côté de la République de Corée, mine de rien, ça a été un tournoi assez au-delà des attentes, je dirais, parce que il ne faut pas oublier qu'il n'avait pas non plus été spectaculaire lors des qualifications.
alors qu'ils avaient dû s'incliner en finale face à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui avait gagné donc le titre de la zone Asie. Tout de même, les Coréens avaient obtenu leur billet pour la Coupe du Monde en tant que finaliste. Orsehoun à l'entrée de la surface cherche à se créer de l'espace, n'en trouve pas. Beaucoup trop de densité devant la surface pour Orsehoun de tenter ce type de dribble. L'Ukraine qui tout simplement va se contenter maintenant de dégager ce ballon. En attendant le sifflet final de M. Elfat. Hwang Tae-yeon. On envoie à Lee Kang-in. Défié par deux joueurs, Lee Kang-in n'a d'autre choix que de revenir derrière sur Lee Ja-haek. La longue balle envoyée à l'entrée de la surface. Et Hwang Tae-yeon va essayer de contourner le bloc en envoyant sur la droite son partenaire. Bien qu'ils cherchent des solutions, mais ils vont devoir mettre des balles dans la boîte s'ils veulent éventuellement marquer pas un, mais 2 buts. Faute appelée sur cette glissade. Potentiellement la dernière séquence qu'on verra dans ce match après le coup franc. Alors Lee Kang-in, le candidat habituel qu'on voit pour ces séquences, va peut-être avoir l'occasion de prendre une dernière frappe à ce mondial. On voit qu'on dresse un mur, je crois, à 3 joueurs devant le numéro 10 coréen. On va surveiller, bien entendu, les joueurs dans la surface. Et pourquoi pas aller chercher un but pour se consoler, alors que Lee Kang-in rate complètement sa frappe. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est fini. L'Ukraine est championne du monde. Chapeau à ces jeunes hommes qui ont démontré une régularité, une constance dans leur performance match après match. On a vu une équipe unie. Alors aujourd'hui, les hymnes nationaux revêtent un caractère encore plus solennel.